Il n'y a pas si longtemps, lui seul y croyait ou presque. Certains en avaient fait une blague en Allemagne. Olaf veut devenir chancelier. Et pourtant, le morne ministre des Finances esquisse un sourire en présentant l'accord de coalition. Il s'agira de poursuivre les efforts que l'Allemagne a entrepris au cours des années précédentes pour construire une Union européenne forte et souveraine. Nous voulons continuer à mettre l'accent sur ce développement. L'avenir du monde sera façonné par de nombreux pays influents et pas seulement 2. Ministre des Finances d'Angela Merkel depuis 2018, il a mis ses pas dans ceux de la chancelière. Chantre de l'orthodoxie budgétaire, il a su être pragmatique pour gérer la crise du Covid et injecter des milliards dans l'économie. Bien sûr, le costume que doit enfiler Scholz est grand. Dans notre récent classement des politiciens, nous avons constaté qu'à la fin de son mandat, Merkel avait à nouveau le plus haut niveau de confiance du public depuis de nombreux mois. Il lui faudra beaucoup de temps pour atteindre ce niveau. Pragmatique, Olaf Scholz se soucie peu de sa popularité. Lui qui vient de l'extrême gauche a su au fil de sa carrière devenir réformiste, sans heurts, sans rupture, avec efficacité. 6h38, pas touche aux tuches. Ah non. On touche pas aux touches. Non, franchement, on touchait pas aux touches, hein, parce que ça sort. La quatrième, c'est ça? Ouais. Quatrième. C'est un film connu, ça? C'est Solène? Tu peux. Tu nous racontes? Des frites. Tu connais? Ouais. Voilà. Je connais très bien, j'ai vu les 3 premiers. Et ben voilà. Voilà, on s'est régalé. Dis-moi, c'est bien ou pas? C'est pas mal. C'est surtout double ration de frites pour ce 4e opus. Et puis double ration de Noël. Ben oui, après avoir conquis Monaco, les États-Unis, la présidence de la République, la famille la plus déjantée de France fait son grand retour à Bouzolles. Ben ouais, le réalisateur Olivier Barou a un peu senti que ça manquait aux téléspectateurs. Et le mieux, vous savez quoi? Regardez un extrait. Je voudrais que ma sœur... Bonjour, c'est nous les tuches. On est de retour à Bouzolles. C'est le moment de préparer Noël en famille. Dis-moi ce qui se passe, moi je suis couru. Je voudrais que ma sœur soit là aussi. Le problème c'est son mari, ce con de Jean-Yves. Oh oui, ça va. Vous êtes chamaillés là, tous les deux là, pour des conneries, il y a 10 ans. Vous voulez rabibocher les beaux frères ennemis? Qu'est-ce que je disais déjà? Mais moi j'écoutais pas. Ça va être long. Joyeuse tribu, toujours aussi attachante, voire plus dans cet opus super familial. D'ailleurs, la nouveauté, vous l'avez vu, c'est que cette année, la famille s'agrandit. Si vous croyez voir doute, d'ailleurs, c'est normal, puisque pour les fêtes, Cathy Tuche, alias Isabelle Nanty, invite sa sœur, qu'elle joue aussi d'ailleurs, comme ça au moins. 2 autres personnages font également leur apparition, un petit-fils et un beau-frère un peu beaucoup odieux, joué par Michel Blanc, je pense que vous l'avez reconnu. Il a des cheveux quand même. Mais bon, tout va pas se passer comme prévu. Bref, un 4e volet d'1h39 tout pile qui promet avec de belles punchlines et dont l'objectif est de redonner un peu de couleur au cinéma français. Si on suit la dynamique des 3 premiers, ça devrait être pas mal. Faut faire encore mieux que les 3 premiers, puisqu'à chaque fois, on a mis la barre un peu plus haute. Il y avait eu 5 millions de spectateurs pour Les Tuches 3, sans oublier quand même d'ailleurs, c'est pour le 1, quelques 8 millions de téléspectateurs qui avaient regardé Les Tuches 1 à la télé sur TF1. Et c'est ça qui avait lancé la saga. Allez. Mais évidemment, mais c'est un carton. À chaque fois, ça fait du bien, cette comédie. On est attaché aux Tuches. Mais il y a un bon indicateur. Des frites. C'est meilleur que les cris. Il y a un bon indicateur. Les insectes. Télérama n'aime pas. Oh là là. Mais alors, ça marche partout. En France... Benjamin, ça marche partout en France, notamment aussi à Paris. On va parler avec des films qui marchent qu'en région, mais là ça marche absolument partout. Et Paris, d'ailleurs, on va en parler avec toi, Pascal. Oui, ça tombe bien parce que Télérama ne m'aime pas non plus. Ah, mais, écoute, mais nous on t'aime dans cette matinale. Sachez-le. Pour moi, c'est bon signe, tu vois. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Bon, bref. Cette question ce matin, à laquelle on va tenter de répondre avec toi. Paris sera-t-elle bientôt mise sous tutelle? Sa dette, 7 milliards d'euros, c'est énorme. Et des associations passent à l'action et souhaitent déposer une demande. Beaucoup d'argent est dépensé pour des gadgets selon les habitants. Paris, sa reine, son fleuve, son île de la Cité, sa dette. Sa dette, oui, c'est Bouchon aussi au passage. 7 milliards d'euros. Alors, dette de Paris, 2013, regardez, on va essayer de comprendre de quoi on parle. 2013, la ville est endettée. Qu'une ville soit endettée, d'ailleurs, c'est pas un scandale parce qu'elle peut investir. Néanmoins, il y a des ratios dans ce domaine. Il faut que la dette soit sous contrôle. Elle est entre 6, alors par honnêteté intellectuelle, compris petit clin d'œil à nos amis de Télérama, je le dirais entre 6 et 7. Ça dépend. La mairie dit 6,6 milliards d'euros, ce qui est déjà beaucoup. L'opposition, 7,1. Endettement par contribuable, pas par tête.
parce que tout le monde n'est pas contribuable. Ça fait Paris 5 390 €, Marseille 3 000 €, Toulouse 700 €. Alors l'opposition municipale, et la nouveauté c'est ça, c'est que des associations demandent la mise sous tutelle financière de la ville de Paris, saisine de la Chambre régionale des comptes et de la préfecture. La mise sous tutelle, c'est très grave, parce que, comme son nom l'indique, c'est le dessaisissement de l'équipe municipale de ses prérogatives dans le domaine de l'investissement, de la levée de l'impôt. Il y a quelques communes en France qui ont été placées sous tutelle parce que la dette avait explosé. Et donc le préfet reprend la main. C'est lui qui décide de l'augmentation des impôts. Enfin, c'est lui qui tient le carnet de chèques. Alors, jusqu'à ce jour, la mairie de Paris est parvenue à éviter tout ça grâce à un procédé qui est un procédé assez sibyllin, qui est autorisé, mais qui sera bientôt limité, qui consistait à encaisser d'avance des loyers sur plusieurs années dans le parc des logements sociaux concédés à des tiers, à des sociétés HLM. Je te confie quelque chose, en quelque sorte, et tu vas me payer sur des années ce que tu aurais dû me payer à tempérament, tu vas le payer d'un seul coup. C'est ça la réalité. L'opposition parle de filouterie. Moi, je dirais plutôt que c'est de la cavalerie. Alors, les associations ont déposé un recours. L'équipe municipale, d'ailleurs, au passage, a du mal à justifier, y compris ses propres notes de frais. Les temps sont durs pour Mme Hidalgo parce qu'il y a ce dossier qui arrive sur son bureau. C'est le bureau de la Chambre régionale des comptes et de la préfecture. Il y a le dossier des 35 heures. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé. Il faudra faire 35 heures. Et on a un journal anglais de Telegraph, alors qui n'est pas tout à fait à gauche, il faut quand même l'admettre. Il faut resituer la source. Il faut, comme on dit aujourd'hui, savoir d'où on parle. Qui dit la socialiste qui a ruiné Paris pourrait bientôt ruiner la France. Ça, c'était avant la déclaration de candidature, ou au moment de la déclaration de candidature d'Anne Hidalgo. Vous parliez d'un sondage tout à l'heure, qui mettait Valérie Pécresse devant le président de la République. Dans ce même sondage ELAB, Mme Hidalgo est à 3%. Ça fait loin du deuxième tour. Et en 2012, François Hollande n'était pas le président du Conseil général le plus endetté de France? Si, aussi, oui. Bien redressé par un garçon qui s'appelle Pascal Coste, qui est aujourd'hui le président du Conseil général du 19, la Corrèze, le plus beau département de France. Voilà pour ce point sur cette dette parisienne. Ne bougez pas, nous revenons.